Bonjour à nos panélistes. Merci à Samir Abdelkrim de nous avoir invités à participer à cette manifestation Emerging Valley. Merci à Emerging Valley, merci à Marseille. Merci à vous tous qui êtes présents pour suivre donc cette plénière. Cette plénière s'intitule « Les startups de la souveraineté alimentaire 2.0 prennent la parole, les disrupteurs de la résilience alimentaire ». Dans quel contexte nous trouvons-nous? Le Covid et la guerre russo-ukrainienne ont bouleversé la géopolitique et la géoéconomie mondiale, exacerbant et faisant converger trois phénomènes préjudiciables à nombre de pays dans le monde. La crise alimentaire, la multiplication des pénuries, les épisodes répétés de sécheresse, tout cela entraînant et posant de manière aiguë la question de la souveraineté alimentaire. Alors la question qui est posée au panel aujourd'hui, c'est comment les startups impliquées dans l'agritech peuvent-elles utilement intervenir pour relever les défis de l'agriculture africaine et de ses partenaires? Les challenges posés s'articulent donc autour de 3 points. Augmenter les revenus des agriculteurs, raccourcir les échelles de production et de consommation, mettre à l'échelle les innovations numériques. Sur ce dernier point, il nous sera donné d'évoquer le programme SAIS de la coopération allemande qui est déployé pour appuyer les jeunes pousses engagées dans le secteur agricole et alimentaire. Pour traiter de cette question cruciale de la souveraineté alimentaire, à l'aune des innovations numériques, nous avons avec nous Mariam Dieng, Lead of Global Innovation and Strategy d'Africa 500 Startups. Nous avons Francis Dossou Sognon, qui est CEO d'Agrosphère. Et enfin, Iheb Triki, qui est CEO de Cumulus. Alors, puisque nous sommes pris dans le temps, nous allons aller droit au but. À chacun, je demanderai, après avoir présenté votre structure, 1. Le besoin que vous avez adressé à travers votre structure, 2. La solution que vous proposez, et 3. Votre impact actuel sur la chaîne de valeur agricole et alimentaire. Vous avez 6 minutes chacun, voilà, pour pouvoir répondre. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par Francis Dossou Sognon. Bonjour à tous. Merci Malik pour de me donner l'honneur de débuter ce panel. Alors, donc, je dirige Agrosphère, qui est une entreprise qui facilite la relation entre les agro-industriels et les coopératives de producteurs, de petits producteurs en Afrique. Alors, le problème qu'on résout, il est très simple. Il y a quelques années en arrière, en tant que consultant spécialiste des questions de digitalisation, j'ai fait plusieurs études sur les questions d'opportunités de digitalisation en Afrique. Et une découverte qui m'a assez impressionné, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui produisent avec les mauvaises techniques, donc qui forcément ont un rendement inférieur à ce qui se fait dans d'autres régions du monde. Mais paradoxalement, ces petits producteurs n'étaient pas très emballés par l'idée de produire plus. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont déjà beaucoup de mal à vendre le peu qu'ils produisent. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de pertes hors champ en Afrique. Entre le moment où le producteur récolte et le moment où il trouve quelqu'un pour acheter, il y a 30-40% qui est perdu. L'autre paradoxe, c'est qu'en face de ça, il y a énormément d'industriels qui cherchent de la matière première agricole et qui n'en trouvent pas. Donc, quand on fait ce constat, on se dit qu'il y a un truc évident à faire. C'est évident, mais c'est compliqué quand même à mettre en œuvre. Donc, pour mettre ça en œuvre, l'approche de l'Agrosphère, c'est quoi? Premièrement, c'est connaître le terrain. Donc, on a une équipe d'agronomes qui connaît les réalités de l'Afrique, qui connaît les coopératives, qui connaît les producteurs. Ensuite, on a développé une plateforme SaaS, qui apporte un outil technologique qui va faciliter l'action des équipes terrain et qui va faciliter
la structuration des coopératives, l'organisation des coopératives pour que les petits producteurs regroupés en coopératives puissent délivrer des gros volumes que nous mettons maintenant à disposition sur une place de marché B2B où des industriels locaux, régionaux ou internationaux sont prêts à venir acheter ces produits-là parce qu'on les accompagne, parce qu'on s'est annoncé plusieurs semaines à l'avance la disponibilité du produit. Et donc, on a des informations aussi sur le produit qu'il a fait, comment ça a été fait. Et donc, on met ces deux publics-là en lien sur notre place de marché. Donc, ça, c'est l'approche. Et donc, technologiquement, ce qu'on met en œuvre, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme SaaS. Cette plateforme SaaS déploie plusieurs modules qui sont indépendants des uns des autres, mais qui permettent aux coopératives donc, de se structurer. Donc, la première chose, c'est je suis une organisation de producteurs existante ou qui vient de se créer ou qu'on a aidé à se créer. C'est qui mes membres? Donc, je vais créer des profils, donc je vais collecter de l'information sur tous les membres de l'organisation. Ce qu'aujourd'hui, très peu de coopératives ont en Afrique. Hein. La plupart ne connaissent pas combien de membres il y a dans la coopérative. Donc, première étape, on identifie tous les membres, on crée des profils bien détaillés, on a de l'information sur le contexte socio-économique de chacun des membres. Ensuite, c'est un producteur, ça veut dire qu'il produit quelque part, il produit comment? On va aller chercher pareil les informations sur l'activité professionnelle. Donc, on va faire une cartographie de la parcelle. On va associer à cette cartographie de la parcelle les éléments caractéristiques du sol. Quel est le type de sol? Est-ce que c'est du sol argileux, calcaire, ainsi de suite? Quel est le taux d'humidité moyen dans le sol? Donc, on collecte un certain nombre d'informations. On va y ajouter des données satellites donc, pour caractériser le sol. Une fois qu'on a ces deux éléments-là et qu'on sait ce qu'on veut produire ou qu'on recommande au producteur ce qui est mieux à produire justement sur sa parcelle pour compléter une agriculture de subsistance qu'on ne vient pas forcément annuler. Donc, il faut quand même qu'il puisse avoir son potager et tout ça. Mais à côté, on va le recommander sur la culture à mettre en œuvre pour avoir un bon complément de revenus. Et une fois qu'on a mis ça en place, notre prochain outil qu'on appelle le crop management, c'est un module qui va permettre, donc une fois on se remet encore dans la posture de la coopérative, j'ai 100, 200, 300 membres, je veux pouvoir coordonner leurs efforts pour que tous produisent, par exemple, du riz, avec la même approche technique, donc ce qu'on appelle l'itinéraire technique de production, et que je puisse coordonner cette production pour qu'à la fin, je puisse rassembler 30, 50, 100, 200 tonnes à mettre en un bloc sur le marché. Et comme ça, en tant que coopérative, je peux générer les meilleurs revenus pour mes membres. Et l'autre élément très important dans notre approche, c'est vraiment le lien direct qu'on essaie de créer et qu'on arrive des fois, avec beaucoup de succès à créer, entre des coopératives qui vont vendre directement à l'acheteur final qui est le transformateur. Ça évite tous les intermédiaires aujourd'hui qui se font beaucoup d'argent sur le dos des petits producteurs qui, lui, va vendre un truc 100 francs, qui va être revendu 300 francs derrière 2-3 intermédiaires plus loin. Mais lui n'a vendu que 100 francs. L'industriel a acheté à 300 francs. Où sont passés les 200 qui sont au milieu? Ces 200 francs, nous estimons qu'ils doivent revenir un peu plus quand même au producteur. Parce que c'est lui qui est au cœur de la machine de production. C'est lui qui crée la valeur. La valeur agricole commence par le producteur. Donc, en le mettant en rapport directement avec l'industriel, on espère passer de 100 à 150, voire 200, et l'industriel passer de 300 à 250. Donc, il y a un intérêt aussi pour l'industriel d'avoir un accès direct à ces produits-là. Et au passage, je n'ai pas insisté dessus, mais on travaille beaucoup à vulgariser justement les bonnes pratiques. Tout à l'heure, j'ai entendu un des intervenants du panel précédent dire on peut produire plus sans irriguer. Donc ça veut dire que c'est d'abord une question de technique de culture. Ce que nous on appelle chez Agrosphère le bon geste au bon moment permet de gagner 30% de productivité, sans forcément rajouter plus d'intrants, d'engrais, 100% irriguer plus. Le bon geste au bon moment permet de gagner 30% de productivité. Donc voilà les axes sur lesquels on travaille. Alors, au regard de l'expérience que vous avez déjà de pratique de terrain, quel est l'impact que vous avez aujourd'hui? Alors, le premier impact, c'est celui-là, c'est améliorer la productivité des petits producteurs, donc en moyenne de 30%. Le second impact, c'est les revenus. Donc, pour que tout ça ait du sens pour le producteur, il faut qu'il voit des changements sur ses revenus. L'autre impact, c'est quand je me mets d'un point de vue technique de production, nous, on vulgarise énormément tout ce qui est technique de production éco-responsable,
On a un axe durabilité qui est vraiment très important dans tout ce qu'on recommande à nos producteurs. L'utilisation de moins possible d'intrants et de moins possible d'intrants chimiques, voire pas du tout d'intrants chimiques. On ne fait aucune recommandation qui concerne les intrants chimiques. Quand c'est indispensable, quand on n'a pas le choix, pourquoi pas. Et quand c'est des habitudes qui sont déjà ancrées, on ne va pas forcément venir révolutionner du jour au lendemain ce que les producteurs font, mais on va de manière transitoire, doucement, les conseiller sur comment contourner ça. Et donc le dernier aspect, c'est évidemment les circuits courts, parce qu'on casse beaucoup d'intermédiaires. Et donc, on donne aussi à nos industriels avec qui on travaille les capacités d'évaluer leur impact. Parce qu'on a une plateforme donc, qui a pour essence de collecter, manipuler et valoriser de la data. Donc, on dispose de la data pour que ces industriels puissent dire j'ai décarboné de X, j'ai amélioré les conditions de vie de telle population, ainsi de suite. Alors, à Emerging Valley, on est dans la co-construction, dans la co-innovation, et je dirais aussi dans la co-formation, puisque vous avez bénéficié d'un programme qui s'appelle SAIS, donc initié par la coopération allemande. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'impact rapidement donc de ce programme sur votre démarche et sur ce que vous avez pu faire sur le terrain? Tout à fait. C'est un très très bon programme qui est en train de changer le visage de l'Agrosphère. C'est un programme de préparation à l'investissement. Et c'est un programme qui a du sens parce qu'on a une des vraies problématiques qu'on a en tant qu'entrepreneur dans le digital ou entrepreneur d'une manière générale en Afrique, c'est financer son projet, c'est financer ses ambitions. Et il y a beaucoup de manquements dans tous les sens et il faut reconnaître quand même qu'il y a aussi des manquements aussi du côté des entrepreneurs parce qu'ils ne savent pas forcément ce que les investisseurs attendent en face. Et donc personnellement de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup appris. C'est un programme qui est structuré en des formations, du coaching. Et donc, on a un coach qui est attitré, qui accompagne et qui peut faire intervenir des experts de manière ponctuelle sur des sujets. Donc, en termes de maturité, de la compréhension quand on est un entrepreneur de ce que l'investisseur attend, c'est vraiment sur ça que le programme est orienté. Et à ce niveau-là, il atteint ses objectifs. Francis de Soussogno, merci beaucoup vraiment pour toutes ces explications et toutes ces indications. Je vais maintenant me tourner vers Iheb Triki. Alors Iheb Triki, vous êtes donc tunisien et si j'ose dire, vous êtes entre l'air, l'eau potable et les panneaux solaires. Alors expliquez-nous un peu ce que contient votre structure. Dites-nous un peu les besoins pour lesquels que vous adressez, la solution que vous proposez et bien sûr l'impact. Alors, merci encore pour l'invitation. Nous, chez Cumulus, on a des machines qui font cette taille à peu près, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et qui créent de l'eau potable à partir de l'air et de l'électricité. Ça peut être de l'énergie renouvelable et ça peut être l'électricité existante. On s'adresse à la problématique de l'accès à l'eau. Et on a une vision de distribution de l'eau, c'est-à-dire que chaque famille... Ça, c'est le rêve. Chaque famille, chaque entreprise aura sa propre source d'eau potable. Et on ne voit pas la problématique uniquement en Afrique, parce que c'est facile de dire que la problématique, elle touche l'Afrique. Je pense que toute la Méditerranée, déjà, elle est touchée par cette problématique. On a vu ce qui s'est passé en France l'année dernière, où moi j'étais choqué par l'image d'une centaine de communes où on a transporté de l'eau potable en citerne. On est en l'an 2022 en France. Et donc ça ne se passe pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vendre notre machine en Tunisie, au Maroc. On a beaucoup de précommandes qui viennent d'Espagne et de France. Alors technologiquement, comment ça fonctionne? Il y a la première partie qui est la machine elle-même. On absorbe l'air, on le filtre une première fois contre les pollutions existantes. On transforme l'humidité qui est dans l'air en eau, c'est une simple condensation, donc point de rosée, refroidissement et les gouttelettes commencent à apparaître. Et à partir de là, on a créé de l'eau. Cette eau-là, elle est filtrée à plusieurs reprises contre les bactéries, contre les particules. Et là, on a créé une eau qui est filtrée, pure, et à partir de là, on la reminéralise. Et maintenant, on atteint l'objectif d'avoir une eau qui est potable, alignés avec les taux de minéraux qui sont nécessaires et qui ont été confirmés par les normes européennes, par exemple. Là, c'est la partie machine. Vous avez créé de l'eau. Il y a une deuxième partie qui est la partie intelligence et digitale. Nos machines sont contrôlables à distance. Elles vous donnent le feedback sur la qualité de l'eau qui est produite, la quantité d'eau qui est produite, la nécessité de changer des filtres. Et vous, de votre côté utilisateur, vous pouvez être basé à
à Londres, par exemple, et avoir des machines à Nice, Saint-Raphaël et au Bénin, par exemple, et vous pouvez les arrêter, les faire fonctionner, ou bien nous envoyer des alertes pour nous dire il faut changer le filtre. On rajoute à cela une autre couche d'intelligence qui est la prédictivité. La machine est capable de savoir quand est-ce que vous avez l'habitude de boire de l'eau, et elle fait en sorte qu'elle en produit quand vous en avez besoin pour utiliser le moins d'électricité possible. Maintenant, pour parler de l'impact. Une machine, alors il y a dans la philosophie de Cumulus, c'est le empowerment, c'est de donner la force et le pouvoir aux gens, aux personnes, aux entreprises. On n'est plus dépendant d'un canal ou d'un distributeur d'eau ou d'un décideur central. Deuxièmement, on n'est plus dépendant de ces bouteilles d'eau en plastique qui coûtent cher, qui des fois on ne les retrouve pas, et des fois il y a des pénuries par rapport à cela. Et donc du coup, si on regarde une machine Cumulus, et un cas d'école, c'est un exemple d'un hôtel avec qui nous discutons maintenant, c'est un hôtel qui est dans une île, 500 lits. On va installer entre 10 et 15 machines entre the beach, c'est-à-dire que la plage, le pool, la piscine, et chaque machine va leur permettre d'utiliser moins de 3 tonnes en moins de plastique sur la vie de la machine. Donc entre 30 et 40 tonnes seront réduits de plastique sur la vie des machines qui seront installées. Il va payer 20 à 30% moins cher l'eau qu'il va fournir à ses consommateurs. Et plus important pour lui, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'il ne dépendra plus de ces bouteilles d'eau en plastique et de la logistique liée à ces bouteilles d'eau. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question parce que je pense qu'il peut y avoir une concurrence, entre guillemets, entre la désalinisation, par exemple, et votre système. En termes de comparaison, de coûts, avantages, etc., qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est une très bonne question. Moi, j'ai fait 7 ans d'énergie renouvelable avant de faire le jump dans l'eau. Et je crois vraiment à la complémentarité des solutions. Si vous êtes juste à côté de la plage, le dessalement d'eau de mer pourrait avoir beaucoup de sens. Après, il faut avoir assez d'argent pour avoir une grande centrale, parce que ça coûte cher. La solution Cumulus, elle vous permet de ne pas avoir à transporter l'eau. Parce que c'est bien d'avoir de l'eau à côté de la mer, dessalée, mais après, il faut la transporter. Et je vous donne 2 chiffres. En Espagne, la perte d'eau due à la distribution est de l'ordre de 38%. En Tunisie, Algérie, on parle de 40 à 50%. Ce qui veut dire qu'avec la centrale de dessalement, vous produisez 1000 litres et vous retrouvez uniquement 500 litres au bout du canal. Et donc pour nous, c'est une solution qui compléterait ces solutions de dessalement, qui compléterait aussi les solutions proposées par l'État, par les gouvernements, mais on proposerait une eau qui est potable, fraîche et qui ne dépend pas de ces réseaux-là. Merci beaucoup, Ihab Triki. Mariam Diang, vous êtes dans le domaine de l'investissement. Alors, c'est quoi votre doctrine par rapport à notre problématique du jour ? Déjà, j'aimerais dire que j'ai écouté avec beaucoup de passion les 2 entrepreneurs sur leurs solutions et particulièrement donc, Cumulus que j'ai eu la chance de voir à Web Summit cette année. Et je trouve que comme ils l'ont très bien dit, on a aujourd'hui des enjeux très importants de souveraineté alimentaire qui sont adressés par la technologie d'une manière qu'on n'avait pas vue dans le passé. Et c'est encore plus important dans les marchés émergents parce que aujourd'hui la technologie a un rôle qui peut permettre vraiment de trouver des solutions à des problèmes qui vraiment touchent ce qu'on appelle le mass market. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes de convenience, ce n'est pas des problèmes qui touchent vraiment une partie minime, c'est vraiment des problèmes qui touchent une grande partie de la population et surtout une partie de la population assez fragile. Et aujourd'hui, que ce soit des questions de production agricole ou des questions d'avoir accès à de l'eau potable, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient ou des pays d'Asie du Sud-Est, c'est des problèmes assez importants. Et d'un point de vue investissement, aujourd'hui, nous, en tant que fonds, la manière dont on adresse ces problèmes, c'est que la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole va avec le profit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des solutions qui ne peuvent pas adresser le mass market ne sont pas des solutions qui seront profitables sur le long terme.
Et c'est vraiment parce que il y a des enjeux beaucoup plus importants qui touchent ces populations fragiles sur le long terme. Et donc, j'ai souvent participé à des débats où la question de la profitabilité et la question de solutions durables sont mis en opposition. Mais nous, on a une forte croyance que ça va vraiment main dans la main. Ça, c'est le premier point. Le deuxième étant qu'aujourd'hui, en tant que fonds d'investissement, on essaye pas seulement d'investir, c'est-à-dire dans le secteur agritech, dans ce cas-là particulier, mais vraiment sur toute la chaîne, parce qu'on ne parle pas que de production. On parle aussi de production, on parle de moyens de paiement pour cette production, on parle de différentes chaînes de distribution de cette production, on parle de logistique, de transportation de cette production, et au final, on parle de consommation et de moyens de conservation. Et en tant qu'investisseur, on se doit de pouvoir investir dans tous ces secteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez que d'investir dans un secteur qui touche, donc, dans ce cas particulièrement l'agritech. Il faut vraiment penser à toute la chaîne de production jusqu'au consommateur et jusque dans la conservation. Donc ça, c'est le deuxième point. Et après, je dirais que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans différentes parties du monde, ça devient encore plus important que la technologie soit de plus en plus localisée. Aujourd'hui, on a besoin que les pays émergents puissent développer leur propre technologie. Et surtout, parce que on voit qu'à travers tout ce qui est surtout déplacement de zones géographiques, que la localisation est aussi une partie très fondamentale de tout ce qui va avec l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, le plus long sont les déplacements, le plus long encore sont les chances de vraiment perdre de la productivité sur toute la chaîne de production. Bien sûr. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça signifie que vous réfléchissez beaucoup, si j'ose dire, aux maillons faibles. Le maillon faible aujourd'hui, dans le domaine de la souveraineté alimentaire et dans la chaîne de valeur, si j'ose dire, alimentaire, agricole, c'est où? Notamment pour les pays africains, enfin, voilà, un peu autour de la Méditerranée, tout ça. Aujourd'hui, forcément, avec tout l'investissement qui est parti dans tout ce qui est donc moyens de paiement, fintech, infrastructure de paiement, beaucoup de financement est aussi parti dans tout ce qui est chaîne de distribution, donc logistique et supply chain. Et beaucoup de financement est parti dans tout ce qui est accès directement au consommateur, qui est chaîne de distribution e-commerce. Et il y a beaucoup moins de financement qui est parti dans l'agritech technologique, donc vraiment tout ce qui est développer la technologie même, c'est-à-dire que ce soit le hardware ou le software au niveau du producteur. Donc ça, c'est vraiment un grand axe qui reste encore beaucoup à être financé et à être développé. Et de l'autre côté, sur la partie conservation chez le consommateur. Parce qu'aujourd'hui encore, les moyens de conservation des aliments restent des moyens de conservation traditionnels, surtout en Afrique. Et on a besoin de penser à des moyens de conservation énergétique beaucoup plus durables et aussi beaucoup plus appropriés aux différents moyens de solutions énergétiques dont on a accès aujourd'hui. Donc vraiment, les deux extrémités sont beaucoup moins financées que tout ce qui va au milieu, donc tout ce qui est système de paiement et infrastructure. Maintenant, je pense qu'avec certaines des startups qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attention qui va sur la partie tech. Maintenant, il faut aussi savoir que en termes de logique d'investissement, il faut que les solutions des startups restent quand même dans la perspective de ce qu'on appelle asset light. C'est-à-dire que il faut que ce soit des solutions qui puissent être réplicables avec les moyens financiers qui sont proportionnés aux environnements économiques. Donc si on a des solutions qui coûtent beaucoup trop cher pour les environnements dans lesquels elles sont déployées, ce ne sont pas des solutions qui peuvent être ce qu'on appelle scalable dans le temps. Et l'intérêt d'un investissement, c'est de pouvoir utiliser un certain niveau de capital pour accélérer la croissance sur une période beaucoup plus, on va dire, faire gagner du temps à l'entrepreneur. Et si aujourd'hui on se retrouve avec des entreprises qui deviennent, on va dire, même addictes à l'investissement, donc elles ont besoin
de constamment lever des fonds pour être même minimum opérationnel, ça devient un problème. Alors, c'est intéressant parce que ça pose vraiment la question de l'écosystème. Parce qu'en fait, quand on voit toutes les startups qui existent à gauche, à droite, dans différents pays, on voit que les idées sont vraiment intéressantes et tout. Mais on peut se poser la question de savoir, mais autour, qu'est-ce qu'il y a autour? L'idée est intéressante, mais est-ce que c'est un îlot au milieu d'un désert, etc. Est-ce que dans votre démarche d'investissement ou d'intérêt aux investissements, vous avez quelque chose de prévu ou vous prévoyez de mettre en œuvre justement, je dirais, des études ou en tout cas des encouragements à des cohérences, je dirais, à la fois technologiques, mais culturelles, économiques, etc., autour de ces startups, pardon. Notre approche, elle a toujours été, surtout dans du early stage, d'investir dans des entreprises, mais aussi de les accompagner. Donc, on est très axé sur tout ce qui est, de la même manière que le programme Taïf, on est très axé sur tout ce qui est accompagnement, coaching, mentoring des entrepreneurs. Et ça, pour moi, surtout dans les marchés émergents, ça vient avec l'investissement. Parce que c'est important de pouvoir cadrer cet investissement-là autour de l'entrepreneur pour essayer de vraiment l'aider à comprendre le contexte dans lequel il est et vraiment l'aider à pouvoir utiliser ce capital de manière efficace. Après, ce que j'aime bien rappeler aux entrepreneurs, c'est qu'il faut être beaucoup plus passionné par le problème que par la solution. Parce que la solution peut changer. Et la solution doit changer. Parce que l'environnement évolue, le contexte évolue et les ressources évoluent. Et quand on est beaucoup plus passionné par le problème qu'on essaie de régler, on est beaucoup plus apte et on est beaucoup plus ouvert d'esprit à l'idée de faire un pivot, à l'idée de changer et de modifier sa solution en fonction de l'évolution de l'environnement. Et on est beaucoup plus dans l'intérêt et vraiment dans la priorité d'adresser le problème. Alors que de l'autre côté, quand on est beaucoup plus passionné par la solution que par le problème, on a du mal parfois à voir que la solution n'est peut-être pas la plus adaptée au problème. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit avec lequel il faut travailler avec des entrepreneurs, parce que ce qu'on essaie quand même de véhiculer, c'est qu'on essaie de résoudre des problèmes. Et on est beaucoup plus amoureux de son problème que de sa solution. Alors, il nous reste 4 minutes et j'aimerais qu'on aborde, en tout cas qu'on parle de l'investissement, mais sous 2 angles. D'un côté, nous avons donc Francis et puis Iheb qui vont pouvoir nous dire comment ils procèdent pour convaincre des investisseurs de venir à eux. Et ensuite, on va se tourner vers vous, Marem, pour nous dire finalement qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut avancer pour convaincre un investisseur comme vous. Francis. Alors, donc, nous avons 3 minutes et demie. J'ai 1 minute de réponse, ce sera suffisant. Les investisseurs regardent un certain nombre de choses dans un projet. La problématique, la réponse qui est apportée, qui apporte la réponse, et est-ce que cette réponse semble trouver sa place sur le marché. On va dire, pour résumer, c'est à peu près ça. Donc c'est simplement sur ces éléments-là qu'il faut qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille. Et une fois qu'on a compris ça et que finalement on met ça au cœur de sa manière de travailler, notamment dans les premières années de l'entreprise, c'est vraiment là qu'il faut vraiment être capable de démontrer que tu as compris le problème que tu veux résoudre et surtout que la réponse que tu apportes semble être en train de résoudre le problème et qu'il y a des gens qui commencent à y croire et qui commencent à adhérer. Donc vraiment, c'est sur ça que moi, en tout cas personnellement, en tant que CEO de Agrosphère, c'est sur ça que je mets le plus d'attention depuis que justement on m'a ouvert les yeux sur cette lecture-là de la situation. D'accord. Iheb Triki. C'est un exercice difficile parce qu'il y a Marem à côté, donc il faut répondre et il faut qu'elle dise si c'est bon ou pas. Alors, moi, je pense que j'ai 1 minute, donc je vais commencer rapidement par répondre à la question, mais après, j'aimerais aussi inverser le rôle et dire qu'est-ce que les startups cherchent chez les investisseurs. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut bien choisir chez ces investisseurs aussi. Concrètement, je pense qu'un investisseur, et j'espère que je ne me trompe pas, un investisseur, il a besoin d'une vision. Où est-ce qu'on va dans 7 à 10 ans? Et après, les milestones ou les étapes pour atteindre cette vision. Après, lui, il va intégrer dans chacun des milestones, si c'est pre-seed, seed, série A. Et donc, à chaque élément, il aura besoin d'autre chose. Au début, c'est vision, équipe, marché.
Après, c'est replicability. Est-ce que vous êtes capable de confirmer ce que vous avez eu en théorie sur un petit marché qui est réplicable? Il ne suffit pas d'avoir un revenu, il faut avoir un revenu qui est réplicable. À partir de là, série A par exemple, c'est un certain amount of revenue et la vision après, est-ce que vous avez des patents des assets? Et là, je reviens dans les quelques minutes qui me restent. Nous, ce qu'on cherche chez un investisseur, c'est connaissance de la région dans laquelle on opère, connaissance du secteur dans lequel on est, et troisièmement, connaissance de ce qu'on fait. Si on est dans le hardware/software, on cherche des gens qui savent ce que c'est qu'un hardware, les cycles de développement d'un hardware, et qui peuvent nous aider. On ne cherche pas de l'argent. Si on cherche de l'argent, mais on cherche de l'argent qui peut nous aider à aller plus loin. Donc c'est un partenaire qu'on cherche, plus que juste un pocket of money qui va nous donner de l'argent. Alors, Marème, êtes-vous convaincue? Très. Et je suis très d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il faut choisir, il faut bien choisir son investisseur parce qu'aujourd'hui, il y a du capital, il y en a beaucoup, et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on choisit un investisseur ou pas. Et de manière très concise, pour nous, c'est vraiment répondre à 5 questions de manière très facile. Première question, c'est le quoi, donc quel est le problème qui est adressé. Deuxième question, pourquoi, donc pourquoi adresser ce problème maintenant. Qui est l'équipe et pourquoi est-ce que l'équipe est la meilleure à adresser ce problème. Troisième, comment ils le font, donc la solution et les différents milestones. Et finalement, pourquoi maintenant? Parce que le timing est extrêmement important dans le succès des différentes entreprises. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de solutions qui font exactement la même chose et parfois, la différence, c'est vraiment juste le timing. Pourquoi est-ce qu'une solution qui est arrivée il y a 10 ans n'a pas fonctionné il y a 10 ans et fonctionne aujourd'hui? Donc, le timing est important. Et j'aimerais finir par dire que quand on choisit son investisseur, il faut vraiment se demander pourquoi cette personne. Parce qu'au-delà du fait de travailler avec une entreprise, on travaille aussi avec, en général, un investisseur, c'est-à-dire une personne de l'autre côté aussi. Et c'est quelqu'un qui va travailler de manière très hands-on chaque jour avec cet entrepreneur-là. Il faut qu'il y ait un investisseur entrepreneur fit. Et tout ça, ça fait vraiment la différence. Marème Dieng, Francis Dossou-Sognon, Iheb Triki, nous vous remercions. Vous pouvez les applaudir. Merci.